Bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler avec Emily de l'Université de Texas qui va nous parler de les soins d'urgence. Today we're going to hear about first aid basics. Aujourd'hui, nous allons donc parler de ce qui est basique quand il arrive à prendre des mesures de sécurité. Donc, la session d'aujourd'hui est une initiative du groupe de HRI pour pouvoir construire ensemble une communauté beaucoup plus agréable pour tous. Et nous voulons donc créer cette communauté où tout le monde se sent confortable et qui puisse comprendre cette session dans la langue de son choix. Et si vous êtes intéressé à pouvoir rejoindre notre groupe ou à notre réunion prochaine, n'hésitez pas de pouvoir. Et notre priorité est de pouvoir rendre les soins de santé beaucoup plus accessibles pour tous. Et il y a des sessions qui vont se passer pour le reste de l'année pour nous aider à rester en bonne santé. Et donc, notre programme, c'est de faire en sorte de rester actif en bonne santé avec des activités diverses. Welcome back, everyone. Bon retour à tout le monde. Et on va souhaiter la bienvenue à Emily. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Emily. Je suis à l'Université de Texas dans la réponse médicale. Donc, ça fait 4 ans que j'ai commencé à ce domaine. Et maintenant, nous avons beaucoup de domaines sur lesquels nous travaillons. Et nous avons le service des pompiers, les assistances d'urgence. Et je pense que nous avons aussi une équipe qui s'est vraiment extendue de plus de 35 personnes. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur les urgences médicales. Okay, so the first topic we're going to be talking about today is La première chose dont nous allons parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le CPR, le RCP. Also referred to as cardiopulmonary resuscitation. Donc, ce sera une réanimation cardiaque. So, in CPR, alors, dans les premiers soins, quand par exemple quelqu'un arrête de respirer, la première chose est la sécurité. Mais aussi de pouvoir d'abord assurer sa propre sécurité avant de pouvoir assister quelqu'un d'autre. You cannot help someone if you are injured. Parce que vous ne pouvez pas aider quelqu'un si vous êtes blessé. Before you put on your child's mask. Et si vous n'êtes pas en sécurité, donc c'est toujours s'assurer d'être en sécurité d'abord. And the next slide, please. Le prochain diapo. We go to the next slide, please, Kelly. Kelly, si vous pouvez m'aider à pouvoir passer au prochain diapo. Sorry. Okay.
So after Voilà. you have assessed if the scene is safe, Donc, après être sûr que il y a la sécurité, si par exemple la personne est inconsciente, il faut bien serrer sa main, il faut serrer très fort. Le contact va pouvoir aider à pouvoir ressentir tout contact. If not, they'll be Sinon, they just won't respond at all. Sinon, il n'y aura pas de réponse que vous allez recevoir. Aussi, toucher sur le cou Their pulse. et voir si vous pouvez sentir les pulsations. One of their main pulse points. On met souvent la main, le doigt dessus parce que c'est un des plus grandes veines qui va vous aider à pouvoir évaluer s'il y a encore des battements. Responding when you shake them and ask if they're okay. Donc, s'ils répondent, si la personne répond, vous allez parler à la personne et demander s'il va bien. La deuxième étape, avant même que vous puissiez la commencer, ask someone else to call 911. il faudrait que quelqu'un déjà puisse appeler le 911. Et pendant que vous appelez, que la personne appelle le 911, vous commencez déjà avec les RCP, les soins d'urgence. And step 3 is la troisième étape est de pouvoir faire une compression. In just a moment, but begin compressions and ask someone else to get an AED if an AED is available. So for those of you who don't know what an AED is, I have one. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, je vais juste vous montrer. Later. And there's AEDs all around. Typically in public places, every public place should have an AED around. Et toutes les pharmacies ont cette trousse d'urgence que vous devez avoir avec vous. If you're at a store, ask a worker. If you're Et vous devez l'avoir un peu partout avec vous au travail. And I'll demonstrate what an AED does later. Step 4 is continue compressions until. Et la quatrième étape, c'est de continuer la compression. Le plus important ici est de pouvoir s'assurer que la personne est en vie. To continue doing chest compressions. Et de continuer à pouvoir faire de la compression. Et ça, c'est la meilleure façon de garder le contact avec la personne. Et c'est quand il y a la réponse d'urgence. Their brain is not receiving blood flow. Parce que ça peut faire 5 à 10 minutes où une personne qui est dans cet état ne reçoit pas de pulsation dans son cerveau. Thank you. Okay, so the rate at which you do these chest compressions. Les pulsations du cœur par minute est de 100 à 120 par minute. You have seen the infamous scene from The Office where. Je ne sais pas combien de personnes ont déjà essayé de prendre vos pressions artérielles. Also sing Baby Shark. Donc, c'est vraiment ça. Comment est-ce qu'on peut ressentir que quelqu'un est encore en vie? Si vous connaissez Baby Shark, to keep that rhythm. Okay. And we can go to the next slide. On va aller au prochain diapo. And the depth at which you want to compress the chest. La profondeur devrait être de 2 pouces, 5 cm lorsque vous pressez sur la peau. Pendant que vous faites la compression, ça peut arriver que les os peuvent se casser
if it's a loved one or even if it's just a stranger, Et si c'est quelqu'un qui est proche de vous, ou si c'est, même si c'est un étranger, ça peut être très traumatisant. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait faire. Et on peut quand on fera la compression, vous pouvez toujours sentir que s'il y a eu un os qui s'est cassé ou pas. On va aller au prochain diapo. And there's actually different depths that you need to hit for different age groups. Et ça, c'est la profondeur que vous devez avoir pour chaque groupe d'âge. Donc, ce sera 2 centimètres pour les adultes. Under 1 year old. Aussi pour les enfants qui ont moins d'1 année, qui sont les nourrissons, ça sera 1,5. Okay, and can we go to the next slide, please? On va aller au prochain diapo. Okay, so for infant CPR. Et donc, ici, nous sommes à la RCP du nourrisson. Ce que l'on peut faire, au lieu de les prendre et leur demander s'ils vont bien, c'est beaucoup plus d'utiliser votre pouce pour regarder les réponses. Donc, on a besoin de pouvoir écouter ces pulsations qui doivent être de 100 à 120 et aussi une profondeur de la compression de 1,5. Et maintenant, nous allons voir la démonstration. J'espère que ça va aller. Je vais essayer de pouvoir démontrer comment la RCP se fait. Donc, nous avons un bébé ici. Et comment ça marche, c'est que ici, c'est le bébé. Comment est-ce que vous voulez faire un RCP instantané? Donc, il faudrait vraiment compresser à cette position. Et vous voulez que ce soit dans une surface très plate parce que c'est plus confortable et c'est plus sécurisant. Et donc, vous allez juste utiliser votre pouce avec cette profondeur et essayer de pouvoir entendre les battements du cœur. Donc, si vous utilisez vos 2 doigts, c'est comme ça que vous allez presser. Et c'est vraiment au milieu de cet espace ou alors en dessous. Mais c'est sur cette ligne que la compression doit se faire. Et aussi, vous devez aussi tenir les jambes. Et ça, c'est l'appareil de AV que j'ai mentionné plus tôt. Donc, vous pouvez l'avoir partout et vous pouvez aussi l'utiliser. Pour cet appareil, il y a des composantes pour les enfants et pour les adultes. Donc, vous allez voir que c'est démontré sur l'appareil. Donc, vous avez besoin de mettre une pousse pour l'enfant et l'autre sera juste sur son dos. Voilà comment on l'installe pour les enfants. Et donc, vous allez connecter à l'appareil et vous allez donc presser sur ce bouton vert au milieu.
So once it says do not touch the patient, you don't touch the patient. Shock advised. And if there's a shock that's advised, Sergeant, it will charge and stay clear of patient. Deliver shock now. Press the orange button now. Voilà, donc ça, ce sont des instructions qui viennent avec l'appareil qui vous dira quoi faire. Donc, cet appareil vous dira exactement quoi faire et à quel moment. Emily, would you be able to tell us where would we expect to find an AED? Est-ce que, Émilie, vous pouvez me dire où est-ce que l'on peut trouver cet appareil si jamais on voudrait en prendre un? Vous pouvez les trouver dans tous les endroits publics. You should also find them in public libraries, schools. Mais surtout dans les librairies, les universités. Et souvent, vous ne vous rendez même pas compte qu'ils sont là. Et même quand vous allez dans les magasins, vous pouvez juste être occupé à regarder les habits ou à manger. Mais vous allez voir qu'il y aura comme un petit tiroir où on a écrit AED, c'est cet appareil qui est là. Et donc, vous pouvez le trouver à n'importe quel endroit. Et quand l'appareil est sur la personne, vous devez continuer à faire de la pression, de la compression. Et une fois que vous arrêtez la compression, le plus important est de pouvoir donc garder la compression correcte. Oui, c'est le AED comme c'est écrit, c'est cette machine. Pour les adultes, je vois qu'à partir d'ici, je ne pourrais pas voir tous les chats. Voilà, donc c'est une main que vous allez poser dessus. Donc, les deux qui vont d'abord, vous allez mettre vos mains ensemble pour produire la plus grande compression. Et c'est très important que la personne soit sur une surface plate pour que vous soyez capable de pouvoir bien vous pousser pour faire la compression. Et si vous êtes trop près, ça sera un peu pas convenable pour vous. Parce que quand on fait la compression, vous devez éviter de pouvoir bouger vos bras de cette façon. Et ce que vous voulez vraiment faire, c'est je vais me mettre quelque part un peu au-dessus pour que vous puissiez me voir. C'est vraiment de pouvoir mettre de la pression. Et vous ne voulez pas juste amener de la pression, donc vous devez donner de la pression. Et si vous voyez, c'est une manière dont nous donnons cette pression jusqu'au cerveau. Et ça aussi, c'est évalué à 100 à 120 pulsations par minute. Si vous vous fatiguez, vous devez chercher quelqu'un d'autre pour continuer à donner cette pression parce que c'est très important que ce soit consistant. Ce que vous avez dit, c'est que
le nombre de pressions par minute, c'est 100, mais comment est-ce qu'on pourrait calculer ça? Donc, parfois, c'est juste avec cette chanson, on chante le Baby Shark et le Baby Shark, normalement, donne 100, ça vous donne les pulsations qu'il vous faut. Donc, quand vous finissez cette chanson, vous voyez que vous avez fait le nombre de pulsations, le nombre de compressions que la personne a besoin. Si jamais vous avez besoin, vous devez vous mettre, donc, trouver de l'appui sur une table pour pouvoir essayer de garder cette compression constante. Et aussi, dans les films, je sais que les gens se mettent par terre pour le faire, mais ce n'est pas quelque chose qui est recommandé. Ce que l'on fait souvent, c'est de mettre de l'air, de l'oxygène avant que les services d'urgence puissent arriver sur place. Juste faites de la compression. Ne vous en faites pas pour le reste. Et surtout, quand nous les agents, nous donnons de la compression, nous essayons de donner le plus d'oxygène. Parce que lorsque vous le faites de vous-même, vous ne pouvez même pas évaluer si effectivement vous êtes en train de lui donner de l'oxygène. Donc, la compression, c'est la meilleure action à pouvoir faire. Juste un moment, je reviens. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Sí, yo tengo una. ¿Puedo preguntar? Ok. Yo tengo a mi mamá, ella tiene 84 años y tengo miedo que un día no respire. Entonces yo compré esto, que es oxígeno. Pero yo no sé qué hacer, o sea, solo lo compré porque me asusto de pensar en que ella se me puede morir un día. Entonces, ¿cómo le hago si ella un día no está respirando? ¿Y le puedo dar el oxígeno? ¿Pero cómo se hace? Yes. I don't know if we want to translate for the whole group to hear. If you could just repeat the question, that would be great. Thanks. Okay. So voilà la question. Et si votre mère est âgée et si y a la personne saigne, quoi faire en ce moment? Si la personne est en train de saigner, vous allez toujours avoir besoin de donner de la compression. Et la meilleure solution à faire pendant que vous le faites, c'est de pouvoir appeler le 911 pour que nous soyons capables de pouvoir lui administrer de l'oxygène qu'il faut. Et si elle est inconsciente, les compressions que vous lui donnez l'aident à pouvoir augmenter favoriser la circulation du sang dans son corps. Et aussi parce que d'abord, on ne sait pas, on n'est pas capable de savoir pourquoi est-ce que elle saigne. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un choc ou un AVC? Donc, nous allons aller avec le traitement, surtout quand quelqu'un fait un arrêt cardiaque.
Mais si elle ne sait pas respirer, elle est inconsciente, l'action à faire s'appelait le 911 et de faire la compression. Est-ce que ça répond à la question? Sí, muchas gracias. Pero otra pregunta. ¿Cuántas compresiones le daría a ella y descanso? Otra vez y descanso. ¿Cuántas serían? So you actually don't want to rest. Donc, quand vous allez faire la compression, vous n'avez vraiment pas besoin d'arrêter. C'est vrai que c'est très fatigant. La question était combien de fois vous devez faire la compression? Est-ce qu'il y a des pauses que vous pouvez prendre? Avec la compression, c'est très important de pouvoir garder cette consistance le plus que possible. C'est pourquoi avoir une bonne technique de compression et aussi avoir plusieurs personnes dans votre entourage qui savent faire le RCP est très important. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le RCP? Bueno, mi pregunta es si la misma compresión que le pueden poner al pecho de una persona es como cuando una persona se está ahogando, es la misma situación. So what you're asking me is. Ce que vous me demandez, c'est si dans un scénario où quelqu'un n'est pas dans une surface plate, est-ce qu'on peut faire la compression? Je ne sais pas si j'ai bien compris. Entonces, es la misma compresión que pueden usar en el pecho, como cuando una persona se está ahogando con la comida, como cuando una persona que no puede respirar. Yes. So her question was. Donc la question était si quelqu'un est en train d'avoir une convulsion. Oui. Vous devez donner le plus d'air à cette personne. Mais parce que la personne est en convulsion, on va parler beaucoup plus de la convulsion à la dernière session d'aujourd'hui. Nous allons parler de comment la prise en charge pour les convulsions. Juste pour clarifier, si quelqu'un a des convulsions et n'arrive pas est inconscient, nous allons utiliser une technique différente dont on va parler. Non, parce que vous donnez seulement de la compression quand quelqu'un est inconscient. Mais c'est à ce moment-là, à ce moment que vous avez besoin de donner de faire de la compression. Yo tengo una pregunta, perdón. Okay. Emily, para las compresiones de pecho de infante, ¿es solo antes de un año? Para después de un año, ¿son las mismas compresiones que se utilizarían en un adulto? Yes. So her question was for the infants that were less than 1 year old, is
La question était pour les enfants qui ont moins d'une année. Est-ce que nous utilisons le même système de compression que pour des enfants qui ont plus d'une année? Est-ce que ce serait juste avec les pouces ou avec les deux doigts au milieu de la poitrine? It's with the same, it's with the same rate. Oui, c'est avec la même fréquence pour tous les âges. Donc, vous pouvez penser à la chanson de Baby Shark et lui administrer de la compression. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Un minuto o segundos o continúo? Okay, so the question is la question est, est-ce que vous devez le faire pour une période spécifique? Pour les enfants, pour tous les âges, vous devez le faire de façon continue parce que vous êtes en train de presser, de pomper le cœur pour eux jusqu'à ce qu'ils puissent reprendre le relais. Donc, la compression doit être continue jusqu'à ce moment. Merci beaucoup, Émilie. J'étais en train de regarder le temps. Je pourrais mettre les diapos pour la session précédente. Si les gens ont plus de questions, on pourra y répondre. OK. Cette session, c'est beaucoup plus pour les saignements. Quand la personne est inconsciente et la personne saigne, je vais juste aller au prochain diapo. Encore avec le saignement, il faut toujours aussi être sûr que vous êtes en sécurité. Trying to stop any bleeding from anyone else. Et aussi être sûr que vous ne touchez pas le sang de quelqu'un. So in scenarios where someone is bleeding, dans un scénario où quelqu'un saigne, qui pourrait être soit par des objets dangereux, ce serait très important de pouvoir être sûr que vous êtes en sécurité d'abord avant d'intervenir. Si le sang vous touche d'une manière ou d'une autre, c'est très important de vous laver les mains. Le prochain diapo. Et comme on va dire l'ABCD du saignement. Dans notre ABC du saignement, faut vous rappeler la première étape, c'est faire l'alerte, appeler ou avoir quelqu'un d'autre qui appelle le 911 parce que nous devons nous presser pour venir apporter du soutien. Le deuxième point, c'est le saignement. Trouver où le saignement se trouve et essayer de trouver s'il y a une menace à la vie. Ou si quelqu'un porte des habits sombres et vous avez identifié d'où le sang provient, donc, vous allez vous mettre sur le bas de votre main, essayer de compresser. Et si vous avez identifié la localisation du saignement, So, what is life-threatening bleeding? Et qu'est-ce qui est l'hémorragie potentielle mortelle?
so the blood has soaked through the clothing. Donc, essayez de pouvoir regarder s'il y a eu des bandages ou des habits qui ont... si quelqu'un est inconscient et qui montre des signes sévères, et s'il y a tout saignement qui vient, qui sortent d'un endroit, et nous utilisons des techniques différentes par rapport à la localisation du saignement. Lorsque les saignements viennent du bras et des jambes, nous utilisons une pression directe. La pression directe, donc vous allez juste utiliser donc un gazon ou un bandage pour pouvoir soutenir ou arrêter le saignement et essayer de presser dessus. Et en même temps, vous devez faire les gestes de la RCP que je vous ai montré. Donc, pendant que vous essayez de pouvoir arrêter le saignement, vous faites la compression aussi. Si le saignement ne s'arrête pas, donc vous allez utiliser ce bracelet. Et ce bracelet d'arrêt de saignement peut être trouvé partout, même sur le campus. Il y en a presque dans tous les bâtiments. Et s'il y a un qui est disponible au moment de l'incident, donc ce sera un peu important de pouvoir l'utiliser pour resserrer à l'endroit de saignement. Et ce que ça fait, c'est que ça arrête le saignement, le flot du saignement. Juste le dernier, si on peut revenir sur la diapo. Donc, quand il y a les saignements potentiels mortels, on garde une main sur le cou pour surveiller les pulsations et on met le bandage, la ceinture pour arrêter. Et vous voulez mettre le kit que je vous montre maintenant à ce niveau. Par exemple, si je sais... just to do a couple inches above and just like above my elbow joint. Donc, ce serait mieux si vous placez le bracelet au-dessus un peu du coude. La seule chose que vous ne devez pas faire, c'est de pouvoir mettre ce bracelet au-dessus du lieu du saignement. Donc, vous voulez essayer de le mettre à ce niveau, au niveau du coude, un peu plus haut du coude. Et si la personne a des habits un peu plus larges, vous pouvez essayer de pouvoir chercher aussi la compression avec des habits, voir si la personne a une jaquette. Et comment est-ce que vous l'installez? Voilà, donc il y a un endroit pour pouvoir régler la dimension. Donc, je vais juste le faire en démonstration, c'est plus facile à voir. Et vous voulez pousser cela le plus fort que possible.
La personne pourra avoir mal, mais ça va arrêter les saignements. Et vous devez donc le pousser le plus que possible, le resserrer à ce niveau. And then there's a stick here, and you're going to actually. Et voilà, il y a ce stick qui est là que vous allez tourner pour pouvoir mieux refermer. Et ça va arrêter donc l'écoulement du sang. Et donc, vous le resserrez bien. Et c'est quelque chose dont vous devez vous rappeler à ce moment. Et peut-être mettre une référence de à quel moment vous avez mis cela quand vous allez à l'hôpital. If someone is somewhere that there is no Stop the Bleed kit, is there some... Juste si quelqu'un va où il n'y a pas de kit, qu'est-ce que l'on peut utiliser? Nous ne recommandons pas d'utiliser autre chose à part le kit, mais s'il y a une situation d'urgence et il n'y a pas de kit disponible, on peut prendre un t-shirt, on peut prendre quelque chose pour nous aider à compresser, à arrêter l'écoulement aussi longtemps que vous pouvez marquer le temps ou le moment où vous avez mis cette compression et être sûr de où est-ce que vous avez placé cette compression. Par exemple, je ne sais pas si je peux vous montrer si je me suis blessée, par exemple, à la jambe. C'est à ce niveau un peu plus de mon genou. Je veux le mettre un peu plus au-dessus de mes cuisses. Donc, c'est ça. C'est juste la manière dont vous le mettez qui doit être considérée. Okay. Now we're going to head into torso and junctional areas. Alors, nous allons voir les autres endroits. So it's just going to be your torso here. Si ça s'est passé au niveau de la poitrine, c'est une blessure sur la poitrine ou derrière le dos, ou aussi derrière le cou, à l'arrière du cou. Here, you want to use the rest pressure again. Ici, vous voulez aussi utiliser la pression directe et aussi utiliser des gazons. Et donc, ça sera la démonstration que j'ai faite de pouvoir donc garder une main ou une pression sur le lieu du saignement et utiliser du gazon. Don't do your chest or abdomen only on these side parts, like my shoulder area, my hips. Donc, ce serait beaucoup plus dans les endroits comme sur mon épaule, au niveau des hanches. Si la personne saigne au niveau de la tête, la pression directe est possible. Et mais la chose la plus rapide à faire, c'est de pouvoir amener la personne à l'hôpital parce que la tête est très dangereuse. Et ce qu'on pourrait faire, c'est juste prendre ces petits montants de gazon ensemble, petit à petit, et essayer de pouvoir absorber le saignement pendant que vous allez à l'hôpital rapidement. Et ça, c'est juste pour les endroits de jonction. Pour la poitrine et votre ventre,
Yeah, so there's no end. You're gonna keep going. C'est vraiment pas de fin parce que ce sont des organes clés. Vous devez pouvoir prendre une action rapide. Et donc, pour la poitrine et le ventre, même avec la pression directe, ça peut ne pas, le saignement peut ne pas s'arrêter. On utilise des défibrillateurs. Ça ne va pas aider à arrêter le saignement, mais il faudrait vraiment avoir des services d'urgence rapides à l'hôpital. And I think we can go to the end of this section. I think I demonstrated everything, so I can take any questions to this. Je pense qu'on est arrivé à la fin de la session. J'ai pas eu le temps de pouvoir démontrer tout, mais voilà, ça déroule sur votre écran. Et voilà comment est-ce que vous allez compresser lorsqu'il y a des saignements. Normalement, juste pour le saignement, c'est vraiment un cours à lui-même où il y a beaucoup plus de démonstrations. ¿Qué pasa si apretamos mucho el torniquete? I'm sorry. What was that question again? Quelle était la question encore? ¿Qué pasa si apretamos demasiado el torniquete o lo apretamos muy poco? ¿Apretamos? Is there a translation on that? I'm sorry, I don't know the word. Sorry, Emily. Are you in the English channel for interpretation? Yes. Oh, or okay. Yes. Should I? Oh, Émilie, vous êtes dans la chaîne anglaise. OK. Si vous pouvez aller dans la chaîne anglaise, allez. La question de savoir qu'est-ce qui arrive si le bracelet est trop serré. C'est juste que ça va arrêter l'écoulement du sang. Mais si c'est trop léger, vous devez juste encore faire un deuxième nœud, le resserrer de nouveau pour arrêter le saignement. Voilà pourquoi c'est très important de pouvoir avoir le kit pour l'arrêt de saignement. Parce que si vous mettez un galop pendant trop longtemps, par exemple, jusqu'à 7 heures de temps, ça peut amener des implications à la santé de la personne. Parce que ces veines sont bloquées et c'est mieux de le mettre pendant un petit moment et ensuite de pouvoir sauver leur vie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bueno, sí, mi pregunta es, cuando tiene en el brazo, cuando tiene la herida, y usted tiene que poner el torniquete que dio, ¿es en la herida? Antes de a un lado de la herida, o sea, ¿dónde ponerla? Okay. So you always want to put the tourniquet above the Ce que vous devez faire, c'est toujours mettre le kit près du corps. Vous utilisez seulement le kit. Si par exemple, il y a une blessure sur ma jambe, je veux le mettre à ce niveau de mes hanches. Si c'est sur mes bras, ça sera un peu plus proche de mes épaules. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Vous ne devez jamais mettre le bracelet, le garrot sur la plaie, mais près du corps. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à la dernière session? Voilà. Et là, c'est notre dernière session. Et je sais que j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet. Alors, quand on parle de l'étouffement, a couple of different techniques that we can use. If you see il y a plusieurs techniques que l'on peut utiliser, que vous voyez devant votre écran. You might have seen this before in TV shows or movies. And basically, basiquement, c'est quand vous mettez une main et vous fermez une main et vous mettez une main au-dessus. Quand vous voyez par exemple la photo du milieu avec la femme qui est en famille, la position est sur la poitrine. Et pour les enfants, et vous voulez 5 compressions et 5 tapotements sur le dos. Et s'ils sont inconscients et ils ne répondent pas, donc on commence avec la RCP, la compression. Si on va au diapo suivant, quand utiliser donc la méthode qu'on appelle la méthode de Hamlet, et c'est quand on met les deux mains sur le cou. Si par exemple quelqu'un il ne sait pas parler et il est en train de s'étouffer, c'est à ce moment-là. Et la personne essaye de faire un son, ils essayent de dire quelque chose qui ne sort pas. Ça indique qu'ils sont en train de s'étouffer. Et ils n'arrivent pas à respirer. On peut voir qu'il y a des difficultés respiratoires. Les mains deviennent bleues. Vous ne devrez pas utiliser cette méthode quand une personne juste tousse. Parce qu'il y a toujours de l'air. La personne est toujours en train de respirer. C'est juste une toux. Et la toux est une expression naturelle du corps qui essaie de pouvoir éliminer un corps étranger. Donc, si la personne tousse à peine, c'est normal. Donc, je vais aller à la démonstration. Je vais commencer avec l'enfant. Et voilà, j'ai un enfant ici. Quand je dis 5 battements et 5 compressions, c'est que vous voulez faire, vous voulez le retourner. Vous allez le garder à cette position. Et ça sont les tapotements. 1, 2, 3, 4, 5 sur la paume des mains. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous utilisez la même main pour pouvoir soutenir la tête et le tourner. Et ensuite, on fait 2 compressions avec les 2 doigts au milieu de la poitrine. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, vous voulez les retourner et faire encore des tapotements. 1, 2, 3, 4, 5.
ce ne serait pas de pousser, mais vraiment de donner des tapotements. Vous le retournez. Et la même chose, 1, 2, 3, 4, 5. Et une des choses que vous voulez faire, c'est que quand vous faites la compression, vous voulez regarder dans la bouche pour voir s'il y a quelque chose qui sort. Et ça, c'est ce que l'on fait pour les enfants. Et quand ils arrêtent d'étouffement, et voilà, donc c'est quand ils sont dans l'étouffement et quand ils sont inconscients, c'est à ce moment que l'on commence cette méthode. Maintenant, je vais faire la démonstration pour les adultes. Nous allons le placer ici. Là, on va le mettre sur son ventre, son estomac. Donc, voilà cette position. Vous allez mettre vos mains comme ça. Il y a un qui sera en poignet et vous allez pousser. Vous allez pousser au-dessus et en bas. C'est une, au-dessus, au-dessus. Donc, vous allez juste aller au-dessus. Je pense que ce ne sera pas facile de pouvoir le faire. Et si vous-même, vous avez de l'étouffement et il n'y a personne pour vous aider, vous allez voir cette partie de votre ventre. Vous allez vous mettre sur une table pour faire une pression au-dessus, bas. Okay. And that was the choking demonstration. So I think. Et voilà, c'est cette démonstration. Et si vous avez une question sur quoi que ce soit, vous pouvez donc me l'envoyer. Émilie, vous avez dit qu'on fait la méthode Heimlich si la personne est en train de s'étouffer. Comment est-ce que vous allez savoir quand quelqu'un est inconscient pendant qu'il s'étouffe? Quand quelqu'un s'étouffe et qu'il est inconscient, le signe est quand ils deviennent très faibles, ils deviennent très lourds. S'ils ne sont pas capables de supporter leur corps, et si vous mettez votre main sur son cou et vous allez sentir les pulsations, s'il n'y en a pas, donc ça signifie qu'ils sont, ils sont maintenant inconscients. Et bien sûr, il y a la coloration aussi qui change, qui devient tout bleu. Ils ne sont pas capables de pouvoir se soutenir et vous n'entendez plus rien du tout. Et ça, ce sont des signes d'inconscience et qui ne répondent plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sí, mi pregunta es cuando un infante le hace la compresión en el pecho y en la espalda, ¿cuál es la primera? Et quand on fait, par exemple, la compression au dos et sur la poitrine pour l'enfant,
par où on doit commencer? Est-ce qu'on doit commencer par la compression au dos ou par les tapotements au dos ou par la compression? Nous commençons par le dos, donc avec les tapotements et ensuite, nous allons faire la compression sur la poitrine. Émilie, vous avez parlé de ce qu'on doit chercher quand quelqu'un est inconscient. Par exemple, on doit aller chercher les pulsations. Maintenant, comment on pourra déterminer si on a besoin de faire le RCP ou on a besoin de faire la méthode de Hamlin? Le RCP pour les adultes, on ne le fait pas à moins qu'on ne n'entende plus des pulsations. Ce que ça signifie, c'est que vous pouvez voir des gens qui, pendant qu'ils font les premiers soins, ont les doigts sur leurs mains, juste pour essayer de trouver s'il y a une pulsation. Parce que les adultes ne vont pas en inconscience jusqu'à ce qu'on n'entend plus de pulsation du tout. Or, avec les enfants, on commence la RCP si les battements du cœur sont en dessous de 50. Parce que quand l'enfant devient inconscient, l'adulte inconscient, on commence directement le RCP. Par exemple, on voit que la personne ne respire pas bien. Pour les enfants, c'est vrai que c'est beaucoup plus lié aux problèmes respiratoires. Donc, c'est très important d'être beaucoup plus rapide et consistant pour pouvoir les aider à pouvoir se récupérer. Donc, c'est vraiment la manœuvre qui doit être faite. Et si vous faites de la pulsation, donc il faut vraiment regarder s'il y a des pulsations d'abord avant de pouvoir déterminer. Vous avez dit que pour les adultes, on doit vérifier les pulsations premièrement. Moi, je veux me concentrer sur chercher les pulsations au niveau du cou. Et on peut aussi les chercher sur les jonctions. Mais pour moi, je pense que le cou est très visible et plus efficace de pouvoir trouver les pulsations. Et quand, par exemple, vous tenez, vous mettez votre doigt sur le cou, vous pouvez juste le déposer rapidement et pouvoir évaluer. Et ce n'est pas recommandé d'utiliser votre pouce sur le cou parce que votre pouce a ses propres battements. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la RCP ou sur l'étouffement? Disculpe, usted dijo que pegáramos al niño y viéramos el objeto, pudiéramos tratar de sacarlo. C'était ma question par rapport au tapotement du dos. Comment est-ce que je pourrais savoir quand c'est le bon moment de pouvoir arrêter sans aller en profondeur? Dans ce scénario, c'est très difficile pour évaluer la manœuvre, mais vous pouvez
essayez de mettre vos doigts sur la bouche de l'enfant pour essayer de voir s'il y a quelque chose, un corps étranger. Essayez donc de le mettre dans une position où il pourrait donc le faire sortir. Et surtout quand ils ne sont pas vraiment inconscients et c'est quelque chose qui les étouffe, c'est pas vraiment une mauvaise chose d'arrêter la compression parce que vous n'essayez pas de donner du support à leur corps, mais de pouvoir vraiment enlever quelque chose. Donc, vous pouvez utiliser vos doigts, juste de pouvoir mettre vos doigts tout doucement dans la bouche et voir s'il y a un corps étranger. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Merci, merci beaucoup. Je voudrais aussi vous encourager tous à pouvoir suivre nos formations. On fait plusieurs formations ici, beaucoup plus en profondeur pour les actions, les procédés de la RCP. OK. Merci beaucoup, Émilie. On a répondu à toutes les questions. Et merci beaucoup pour cette clarification. Merci à tout le monde qui nous ont rejoints aujourd'hui. Si vous êtes intéressé à nous rejoindre dans ces sessions, vous allez voir dans le chat, on a mis un lien et Kali aussi vient de mettre encore le lien dans la messagerie pour pouvoir nous suivre. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous envoyer un message. Voilà. Kali aussi a envoyé un lien pour pouvoir rejoindre notre groupe WhatsApp si vous voulez joindre le groupe.